Comment concilier liberté individuelle et gestion de la terre? Aujourd'hui, on découvre un concept politique qui cherche à répondre à cette question tout en réduisant les inégalités et en finançant un État minimal. Son nom, le géorgisme, son fondateur, Henri Georges. Qui était-il? Quels sont les fondements de sa pensée, ses applications et surtout, quel lien peut-on faire avec le libéralisme et le libertarianisme? Bonjour à tous, vous êtes sur le Média Libre, le média qui parle de liberté. Pour comprendre le géorgisme, il faut d'abord connaître son fondateur. Henri Georges naît en 1839 à Philadelphie. Il grandit dans une famille modeste et quitte l'école assez tôt pour tenter sa chance dans différents métiers, typographe, marin ou encore imprimeur. C'est en voyageant et en observant la société qu'il commence à se poser des questions fondamentales sur l'économie. Dans les années 1860, il s'installe en Californie et devient journaliste. Il écrit sur la politique, l'économie et les inégalités qu'il observe autour de lui. Un jour, une chose le frappe. Alors que San Francisco se développe rapidement, la richesse semble se concentrer entre les mains de ceux qui possèdent la terre, tandis que les travailleurs peinent à joindre les deux bouts. Cela va le pousser à écrire son livre majeur, en 1879. Une enquête sur la cause des crises industrielles et de l'accroissement de la misère au milieu de l'accroissement de la richesse, le remède. Fréquemment abrégé par son en-tête, Progress and Poverty, ou en français Progrès et pauvreté. Dans ce texte, il développe une réflexion autour de l'utilisation de la terre et propose de réformer complètement la fiscalité en la redirigeant sur le foncier plutôt que sur le travail. On y reviendra dans quelques instants. Son livre devient un best-seller international et ses idées influencent des économistes, des politiciens et même des penseurs libéraux. Un mouvement politique va même en émerger. En 1886, Henri Georges se porte candidat à la mairie de New York, soutenu par un mouvement ouvrier et intellectuel, mais perd de justesse face à un certain Theodore Roosevelt. Vous l'aurez compris, le mouvement tourne autour de l'utilisation de la terre. L'idée est que la terre est une ressource naturelle que personne n'a créée et que par conséquent, elle appartient à tous en commun. Georges, avec l'exemple de San Francisco, se plaint que les propriétaires fonciers bénéficient d'une hausse de la valeur des terrains, non pas grâce à leur travail, mais grâce au développement de la ville et des entreprises locales. Pour lui, ils ont juste à attendre que la valeur de leurs terres monte. C'est ce qu'il appelle la rente foncière. Pour lui, cela a plusieurs conséquences. Une spéculation foncière des terrains restant inoccupés ou sous-exploités, car les propriétaires attendent qu'ils prennent de la valeur au lieu de les mettre à profit. Aussi, ceux qui possèdent la terre s'enrichissent passivement, tandis que les travailleurs et entrepreneurs doivent payer des loyers toujours plus élevés. Enfin, il dénonce aussi une charge fiscale inefficace. Les impôts traditionnels comme l'impôt sur le revenu ou la TVA pénalisent l'activité économique en taxant le travail et l'investissement, alors qu'un impôt sur la terre ne freinerait pas la production. Vous l'aurez compris, plutôt que de taxer le travail ou les échanges, Henri Georges propose une alternative. Un modèle d'impôt unique basé sur la valeur de la terre, appelé LVT. La LVT, pour Land Value Tax, ou en français taxe sur la valeur de la terre, a été introduite par Henri Georges dans Progrès et pauvreté. Le principe est le suivant, on ne taxe pas les bâtiments ou les améliorations apportées à un terrain, mais uniquement la valeur brute du sol, qui dépend de son emplacement et de la demande. Cet impôt capte donc la rente foncière et la redistribue à la collectivité, car cette valeur aurait été créée par la société et non pas par le propriétaire. Pour calculer le montant de cette taxe, plusieurs méthodes existent. Soit par la comparaison des ventes, on analyse les prix des terrains vendus récemment dans des zones similaires. On peut regarder la capitalisation des revenus, c'est-à-dire estimer la valeur du terrain en fonction des loyers qu'il pourrait générer, hypothétiques ou réels. Ou soit via une analyse différentielle, c'est-à-dire comparer des propriétés similaires avec et sans amélioration pour isoler la valeur du terrain. Le raisonnement de la LVT peut ensuite être plus ou moins étendu en ce qui concerne l'accès aux ressources naturelles, car la rente économique naît de l'accès limité aux opportunités naturelles. Ainsi, les minerais ou les forêts font aussi partie de la terre en quelque sorte, et affectent le prix de la concession du terrain sur lequel ils reposent. Aussi, certains militants géorgistes contemporains étendent le concept à une forme de propriété négative, notamment en ce qui concerne la pollution. Le produit de cette propriété négative servirait alors à lutter contre les externalités négatives des activités économiques, tout en confiant la lutte contre ces nuisances à des entités privées.
Enfin, concernant le fonctionnement de la LVT, en cas d'excédent de la taxe, celle-ci est alors redistribuée à l'ensemble des contribuables qui ont participé. Et cette redistribution se fait à part égale. Ainsi, Henri Georges fut l'un des premiers à proposer une forme de revenu universel. Chez les géorgistes, on parle plutôt de dividendes citoyens. Quels seraient les avantages de la LVT ? Comme on l'a déjà dit, l'objectif est qu'elle remplace d'autres impôts moins justes et plus nuisibles à l'économie. Un des arguments de Georges est que la LVT découragerait la spéculation foncière. Elle supprimerait l'incitation à spéculer sur les terres car ne pas utiliser un terrain coûterait cher. De plus, la taxe étant fixe, elle dépend de la demande pour la propriété. Donc, elle encouragerait le développement productif des terrains. Car en effet, le développement économique et la construction créeraient des revenus sans affecter la taxe à la hausse. Ce qui est le cas de la taxe foncière par exemple. Là, avec la LVT, les bâtiments et investissements ne subissent aucune imposition. Aucune fraude ne serait possible théoriquement, car le calcul de la taxe se fait depuis le cadastre, c'est-à-dire la superficie ou le remplacement par exemple. Un autre argument avancé pour dire qu'elle ne pourrait pas être fraudée est que la LVT serait gérée par la collectivité territoriale locale qui administre mais aussi reconnaît et protège la propriété des citoyens. Aussi, pour les pro-LVT, elle permettrait aussi de réduire l'étalement urbain, car une grande propriété pour le même usage est découragée au profit d'une plus petite. Et elle encourage à construire en hauteur, car seule la surface occupée au sol est considérée. De par cette réduction de l'étalement urbain, elle protégerait les espaces naturels, car elle permet de faire avec moins de surface, plus optimisée et mieux desservie par les infrastructures. Certains espaces seront plutôt réservés à des activités économiques secondaires, c'est-à-dire des activités extensives mais spécialisées, comme l'agriculture, les zones de chasse ou les espaces naturels à usage de loisirs. Donc ok, la LVT présente des avantages par rapport à la fiscalité telle qu'on la connaît notamment en France. Mais est-ce que certaines personnes ont essayé de mettre en pratique ces idées ? C'est là qu'intervient le mouvement des single taxers. Le mouvement Single Taxers émerge à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Influencé donc par le géorgisme, il est à la croisée du libéralisme économique et du progressisme social. Les Single Taxers s'opposent aux socialistes sur la propriété, car ils prônent le droit naturel et la propriété privée autant que l'efficacité du marché pour assurer la prospérité économique. Les Single Taxers gagnent en popularité, notamment après la campagne de George pour la mairie de New York. Mais c'est à Philadelphie que le mouvement trouve son épicentre dans les années 1880. Son influence s'étend alors à l'ensemble de la politique locale en Pennsylvanie. Des Single Tax Clubs se forment aussi à travers le pays. Le mouvement attire des réformateurs cherchant une société avec une fiscalité plus équitable. En Californie, des propositions de single tax sont soumises au vote à 7 reprises, au début du XXe siècle. Malheureusement, chaque référendum est rejeté par les électeurs. Des campagnes similaires échouent en Oregon ou encore au Colorado. Joseph Fels finance largement le mouvement aux États-Unis. Il influence les progressistes anti-monopole de l'époque. Des expérimentations communales voient le jour, comme à Arden, dans le Delaware. Mais le mouvement échoue à devenir une force politique nationale. Et en 1913, les single taxers perdent face à l'impôt sur le revenu. Le mouvement décline après la Première Guerre mondiale, notamment au profit de théories marxistes déjà installées par les mouvements anarchistes des années 10 et 20. Mais malgré cela, des adeptes persistent tout au long du XXe siècle et influencent des villes et pays du monde entier jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs juridictions dans le monde ont adopté des versions modifiées du système de LVT. Aux États-Unis, en Pennsylvanie, comme on l'a vu, le mouvement avait de l'influence. Et certaines villes comme Pittsburgh ont expérimenté une LVT partielle. À Singapour, la majorité des terrains appartiennent à l'État et sont loués pour une durée de généralement 99 ans. Cela fonctionne comme une LVT, car les loyers fonciers captent la valeur de l'emplacement sans taxer les améliorations. Dans le même esprit, à Hong Kong, l'État aussi possède la majorité des terrains et utilise une forme de LVT via des baux fonciers à long terme. Cette politique aurait permis de financer une grande partie des infrastructures publiques sans recourir à des impôts élevés sur le revenu ou les sociétés. Et environ 38% des recettes publiques de Hong Kong proviennent de la taxation foncière. Pour Taïwan, c'est environ 8% de ses recettes publiques totales qui viendraient d'une LVT, mais qui, elle, est progressive, avec des taux variant de 1 à 5,5% en fonction de la valeur cumulée des terrains détenus par un propriétaire. À noter aussi qu'il y a des taux privilégiés qui sont accordés pour certaines utilisations. En Europe, l'Estonie prélève une LVT pour financer ses municipalités. Il s'agit d'un impôt d'État, mais 100% des recettes financent les conseils locaux. Le taux est fixé par le conseil local, mais doit être situé entre 0,1 et 2,5%. Et c'est l'une des principales sources de financement des municipalités. À noter que la plupart des sites religieux sont, eux, exonérés.
Du côté de la Hongrie, on a aussi une LVT calculée sur la superficie ou la valeur marchande ajustée du terrain, le taux maximal étant de 3% de la valeur marchande ajustée. En Allemagne, en 2020, le Parlement aurait adopté une LVT à partir de 2025 à 1,2% de la valeur foncière, suivie de réductions d'impôts pour différentes utilisations du sol, comme le social ou les sites culturels. Le Danemark appliquerait aussi une taxe foncière différenciée entre la valeur du terrain et celle des bâtiments. Enfin, du côté de l'Océanie, il y a la Nouvelle-Zélande où certaines régions ont adopté une LVT, et c'est à peu près similaire en Australie. Évidemment, là c'est une liste non exhaustive, il y a encore plein d'autres pays avec des variations de la LVT. Maintenant qu'on a compris ce qu'était le géorgisme, la LVT et quelles étaient ses applications, il est intéressant de se pencher sur différentes variantes du géorgisme qui ont émergé au fil du temps, chacune reprenant les principes d'Henri Georges et de la LVT. Le géolibertarianisme est une idéologie politique qui combine les principes libertariens de liberté individuelle et de propriété privée avec la vision géorgiste de la Terre. Elle se base sur la propriété de soi, c'est-à-dire que chaque individu est pleinement propriétaire de sa personne et des fruits de son travail, mais aussi sur la justice foncière. Comme pour le géorgisme, la terre étant un don de la nature, son appropriation privée doit être compensée par une taxe sur sa valeur. Sur le libre marché, il y a une opposition aux autres formes de taxation et d'intervention étatique qui entravent les échanges volontaires, et se base sur un État minimal. Un État réduit aux fonctions régaliennes financé par la LVT. Car si les géorgistes peuvent conserver des prérogatives étatiques plus importantes, faisant d'eux des libéraux plutôt du centre, les géolibertariens sont plus radicaux quant à la réduction de l'État en termes de périmètre d'action. En gros, on pourrait dire que ce sont des libertariens minarchistes qui veulent financer l'État régalien par la LVT. Le géo-anarchisme est une variante anarchiste du géorgisme et du géolibertarianisme. Il rejette complètement l'État central et prône une gestion collective et autogérée des ressources foncières, mais sans porter atteinte à la propriété privée pour autant. Pour eux, c'est plus une question de souveraineté politique. En fait, les géo-anarchistes sont un peu plus libertaires. Ils veulent une forte décentralisation, voire une disparition de n'importe quelle autorité fédérale, tout en considérant la terre donc comme un bien commun, géré par la communauté une fois que celle-ci s'est établie, dans des unités territoriales petites et autonomes. Néanmoins, la littérature est faible sur ce courant. Le terme est surtout cité par Fred Folvari, un économiste américain. Au final, les différences sont plutôt faibles avec le géolibertarianisme. Depuis tout à l'heure, on décrit le géorgisme comme un mouvement plutôt libéral, mais du coup, qu'en pensent les autres courants libéraux? Certains économistes libéraux, notamment des libéraux classiques, ont reconnu que la LVT était la plus efficace et la moins distorsionnante des taxes. Adam Smith aurait été un des premiers à reconnaître que la taxation de la terre ne nuirait pas à l'économie, ni n'augmenterait les loyers. Milton Friedman parlait de la LVT comme étant la moins pire des taxes. The least bad tax is the property tax on the unimproved value of land, the Henry George argument from many years ago. The income tax is a far worse tax. Mais pour autant, peut-on considérer le géorgisme comme un libéralisme? La question fait parfois débat. Il y a eu notamment en 1965 un échange par article interposé dans le journal Rempart entre le géorgiste Robert Clancy, directeur de l'école Henri Georges, et le libertarien Robert Lefebvre qui a fondé le Freedom School et le Rempart College. Pour Robert Clancy, le géorgisme peut être considéré comme un mouvement libéral, en raison de son engagement en faveur d'une propriété privée conditionnelle, de sa proposition de taxation uniquement ciblée sur la rente foncière, de la liberté qu'il offre aux propriétaires fonciers dans l'utilisation de leurs terres, et de son encouragement à l'investissement privé. En effet, on l'a déjà vu, mais contrairement aux autres impôts qui taxent le travail ou le capital, la LVT ne pénalise pas la production ou l'investissement. Certains avancent l'efficience économique de la LVT. Puisque la terre est une ressource fixe, taxer sa valeur ne réduit pas l'offre, contrairement à d'autres taxes, ce qui, pour certains, n'entrave pas les libertés économiques. Mais selon Robert Lefebvre, le géorgisme est incohérent en matière de liberté. Bien que les géorgistes défendent la liberté individuelle et la propriété privée, la LVT est perçue comme une intrusion de l'État dans les droits de propriété individuelle. Les individus doivent payer une taxe pour pouvoir utiliser leurs terres, ce qui peut être vu comme une limitation de leur liberté de disposer de leurs biens comme bon leur semble. Lefebvre voit des ressemblances avec le marxisme. En effet, le géorgisme peut rappeler les idées marxistes sur la collectivisation des moyens de production. Les géorgistes contestent cette comparaison en soulignant que leur objectif est de réduire les inégalités économiques tout en préservant la propriété privée. Cependant, ils le font avec la force de l'État. Certains libéraux font une analogie avec le communisme libertaire. D'ailleurs, le géo-anarchisme peut y faire penser.
Murray Rothbard, théoricien central du libertarianisme, soulignait que, bien que la quantité physique de terre soit fixe, les propriétaires fonciers jouent un rôle productif essentiel, en identifiant, en mettant en valeur et en allouant les terrains aux usages les plus productifs. Il rejette donc l'idée selon laquelle les propriétaires fonciers ne fournissent aucun service productif, arguant qu'ils ont un rôle de gestion et d'allocation des terres. Rothbard critique aussi la LVT, estimant qu'elle découragerait les propriétaires de percevoir des loyers, car ces revenus seraient entièrement captés par l'État. Todd Altman répond aux critiques de Murray Rothbard, en indiquant que Rothbard suppose à tort que la LVT serait égale au loyer réel perçu par le propriétaire, alors que pour lui, en réalité, l'impôt serait basé sur une évaluation de la valeur du terrain, indépendamment du loyer effectivement perçu. Pour les libéraux attachés aux droits naturels, la terre n'est pas un bien commun, mais bien de la propriété privée. La LVT peut être vue comme une forme de spoliation déguisée. Même si elle peut être considérée comme étant plus juste que d'autres taxes, elle reste une confiscation de richesses par l'État. Aussi, certains se posent des questions sur la valeur des terrains. Pour qu'une LVT fonctionne, il faut estimer la valeur des terrains de manière objective et récurrente. Mais certains pensent que cette estimation pourrait être sujette à la manipulation bureaucratique et la corruption. De manière générale, certains peuvent y voir une porte ouverte à toujours plus d'État ou en tout cas à une manipulation de celui-ci, notamment sur le domaine de la propriété privée. Certains libéraux préféreront donc d'autres approches de l'utilisation de la terre, comme par exemple une société de propriété privée complète, où toute terre est privatisée et protégée par des droits de propriété absolus, ou bien des modèles contractualistes où l'usage de la terre serait régulé par des accords volontaires plutôt que par une taxe imposée. Dans la dernière vidéo, nous avions vu des mouvements plutôt proches de la droite alternative américaine, notamment le mouvement NRX. Aujourd'hui, c'est un mouvement plutôt proche soit du centre, voire du centre-gauche. En tout cas, sur ceux qui concernent l'usage de la terre. Mais certains libéraux font des propositions différentes et voient dans la LVT un outil. Parce qu'un dividende citoyen, ou un revenu universel ou impôt négatif, est une alternative aux autres aides sociales, voire un moyen de déconstruire en France des systèmes aussi protégés que la retraite par répartition, par exemple. Face au chaos causé par l'État, cet outil permettrait d'assainir le système sans, entre guillemets, laisser les pauvres sur le carreau. En tout cas, le géorgisme et sa proposition de réforme fiscale autour de la terre est toujours d'actualité, surtout quand on voit émerger des problématiques autour du coût et de la rareté des logements, notamment en Occident. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez du géorgisme et de la LVT, socialisme ou libéralisme, outils pratiques ou fantaisie, l'espace commentaire vous attend. N'oubliez pas de laisser un like sous cette vidéo, de la partager et de vous abonner, et même d'activer la cloche si vous voulez être sûr de ne rien rater. C'était le Média Libre, on se dit à la prochaine pour parler encore de liberté.